Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence et remercie bien évidemment Madame Rose Denis Rodriguez et toute l'équipe de cette invitation qui, outre le fait qu'elle met fin à une longue attente du fait de la crise sanitaire, permet à l'occasion de cette présentation de la conférence de parler un peu du rôle significatif qu'a joué le Centro espagnol pendant la guerre d'Espagne, avec son mot d'ordre « Salvamos a nuestros niños » et son corollaire, la création de classes, de dortoirs, de sanitaires, d'infirmeries et de cuisine. Rappelons que pendant la guerre d'Espagne, le Centre espagnol a accueilli 750 enfants en pension complète et 1205 enfants ont bénéficié non seulement d'une assistance et d'une aide alimentaire, mais aussi d'une éducation. C'est pourquoi, sur la diapositive projetée, nous avons la photo du réfectoire et d'une des classes une salle de classe. Nul doute que l'initiative prise à l'époque a permis la poursuite de la scolarisation de certains de ces enfants ou celle de leur progéniture au lycée Arago. Aucun ne figure dans ma sélection aujourd'hui d'enfants célèbres, mais je compte sur vous pour m'en donner quelques-uns, dans mon proposé en tous les cas. J'ai présenté cet exposé pour la première fois en mars 2019 au lycée Arago, dans le cadre de la semaine culturelle de l'établissement, avec l'autorisation du proviseur M. Collot, qui, devenu en septembre 2021 le proviseur du lycée Charles de Gaulle à Pékin. Il a été remplacé par Madame Ima Imbria. La deuxième autorisation, je l'ai obtenue de la part de l'amicale des anciens d'Arago. Cette présentation faite, je voudrais vous dire que mon rapport, mon exposé, débutera pour planter le décor, par l'historique du lycée. Ensuite, par la présentation des célébrités, pour poursuivre, pour rendre hommage à ceux qui se sont illustrés ou sont morts pour la France pendant tous les conflits du XXe siècle, avant de conclure. Commençons donc par l'historique du lycée. En 1617, les jésuites créent le collège Saint-Laurent sur l'actuelle place de la République, qui devient en 1701 le collège royal. Mais un incendie le détruit en 1789. Entre-temps, en 1667, le collège Pie, du nom de son fondateur Onofre Pie, est construit près de la porte d'Assaut, sur l'actuelle dalle Arago, face à la place du même nom. C'est la vue que nous avons là, en haut à gauche, vue d'avion. En 1796, une école centrale ayant été ouverte au sein de l'université, les autorités sont à la recherche de locaux pour accueillir les pensionnaires. C'est alors que l'abbé Jaubert, ecclésiastique important de l'époque, convainc les autorités d'utiliser le bâtiment du collège Pie. Photo numéro 2, juste en dessous de celle qui est aérienne. Le faisant revivre sous le nom de collège communal avec la caution de l'administration centrale pour l'enseignement secondaire. Il faut toutefois attendre le décret de Napoléon de juin 2807 et la suppression des écoles centrales dans les universités pour que l'établissement soit érigé en 1808 comme école secondaire. Le collège communal ouvre donc ses portes le 7 septembre 1808, date de sa naissance. L'établissement est constitué par deux établissements. D'une part, la salle de classe, d'autre part, les dortoirs. Le bâtiment accueillant les dortoirs existe toujours
Il s'agit de l'immeuble qui abritait il y a encore peu de temps l'école des Beaux-Arts rue Foch. Quant à l'immeuble qui abritait les classes, il a été détruit en 1961 pour la création de la vaste esplanade d'allées que nous connaissons aujourd'hui, le square du 8 mai 45, occupé en grande partie par un parking aérien actuel. En juin 1945, le collège de Perpignan devient le lycée Arago. Une plaque, c'est la 4e photo sur la diapositive, une plaque commémorative est désormais apposée à la sortie piétonne du parking qui rappelle l'ancien emplacement du lycée. Mais dès 1935, la municipalité de Perpignan, désireuse de construire un lycée de garçons moderne et plus conforme aux besoins de l'époque, organise un concours. Par délibération du 20 décembre de la même année, l'architecte français Alfred Joffre, né à Constantinople mais demeurant à Perpignan, est élu. Ce n'est pas un inconnu, il a notamment participé avec Mas Chancel, un autre architecte de renom, à la construction du pavillon du Roussillon, aujourd'hui détruit, pour l'exposition universelle de 1937 à Paris. Sur cette diapositive, je ne résiste pas au plaisir de vous permettre d'admirer la première page manuscrite, tout comme le reste, d'un volumineux dossier rédigé pour la dédication des travaux. Cette présentation est difficile à imaginer aujourd'hui. Le site choisi se trouve sur la rive droite de la Basse, sur un terrain dénommé Dieudé. L'analyse du volumineux dossier de la construction montre que les travaux furent perturbés non seulement par la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par quelques tracas économico-administratifs, de telle sorte que la gestion de ces travaux ne fut pas, loin s'en faut, un long fleuve tranquille. Le nouvel édifice accueillera de fait les élèves dès 1952, alors que les travaux ne se termineront qu'en 1955. La durée de la construction du lycée s'est donc déroulée sur pratiquement 20 ans, de 36 à 55. Le nouveau lycée que nous connaissons, avec sa belle façade et son clocher, son large accès à l'accueil, et dans le patio, la statue de 1961 de Raymond Delamarre, Grand Prix de Rome, statue d'homme intitulée Ad Excelsa. Le lycée de garçons devient mixte en 1968. Ses effectifs sont aujourd'hui de plus de 2000 élèves et de 200 professeurs. Pour l'enseignement secondaire, il y a 18 classes de seconde, générale et technique, 16 classes de première, 16 de terminale et 9 post-baccalauréat. Les classes préparatoires aux grandes écoles proposent 3 filières, maths et physique, physique-chimie ou physique-sciences d'ingénieur. Et les classes de BTS, 2 filières, technico-commerciale et comptabilité-gestion. Pour terminer cet historique rapide, je précise qu'il existe depuis 1897, soit depuis 124 ans, une amicale des anciens d'Arago, très active, regroupant quelques 200 adhérents. Sa raison d'être est bien entendu de, je cite, « cultiver et consolider les liens tissés entre les anciens élèves, organiser différentes manifestations et sorties pour les adhérents, être à la mémoire du lycée en soulignant son raisonnement. » J'ajoute que l'amicale est très impliquée dans la vie du lycée et en parfaite osmose avec la direction. Et c'est ainsi que, par exemple, depuis 2003, elle a institué la promotion à partir de la seconde en la baptisant chaque année d'un nom d'un ancien élève ou professeur.
Cette année, la promotion porte le nom de François de Fossat, 1775-1849, guitariste, compositeur et militaire, officier de la Légion d'honneur, homme resté fidèle toute sa vie à ses idéaux. Passons donc maintenant aux célébrités. Parmi les plus de 100 000 élèves passés par les classes d'Arago, François Arago, et les milliers d'enseignants qui les ont conduits dans leurs études, depuis 1808, certains d'entre eux sont devenus célèbres. Mais la célébrité étant une notion subjective, toute tentative d'exhaustivité est illusoire. Aussi, je me suis attaché à vous présenter le panel de portraits le plus large et le plus diversifié possible dans le temps qui m'est imparti, en concentrant les biographies sur ce qui m'est apparu le plus essentiel dans la vie de la personnalité et dans les événements qui ont concouru à son existence. Je précise aussi que je n'ai retenu que des personnalités décédées et que, compte tenu de la très récente mixité, je n'ai pas sélectionné de personnalités féminines. Nul doute que dans quelques années, cette injustice sera réparée. Enfin, pour une meilleure appréhension, j'ai classé les personnalités par domaine d'activité. Commençons par les scientifiques et bien sûr par François Arago. Il est né à Escagel, élève au collège communal devenu lycée Arago, polytechnicien à 17 ans, professeur à Polytechnique à 23. Il a été un des grands astronomes et physiciens. Ses travaux ont influencé de manière considérable le développement de la physique et de l'astronomie. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de l'Observatoire de Paris jusqu'à sa mort, député des Pyrénées-Orientales, ministre de la guerre puis de la marine et des colonies, il a été de fait le chef de l'État français du 5 mai au 24 juin 1848 avec le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Cette même année 1848, il publie le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Touche-à-tout de génie, il participe à la création du journal L'Indépendant au 1er janvier 1846, qui est déjà, de fait, un des plus anciens du pays. Homme aux valeurs humanistes, il a travaillé sans cesse pour associer science et progrès social. À ses obsèques, plusieurs milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi le cortège depuis l'Observatoire jusqu'au Père-Lachaise à Paris où il repose. En septembre 1879 a eu lieu à Perpignan l'inauguration de sa statue en bronze que nous avons en photo, œuvre d'Antonin Mercier. Le monument, après plusieurs déplacements, est désormais situé au bout de la place, mais le doigt toujours pointé vers le Canigou. Par ailleurs, le plâtre, réalisé en même temps que la statue, trône aujourd'hui dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Une rue porte en outre son nom dans le quartier de Saint-Mathieu. François Jaubert est né à Passat, village près de Céré, d'une famille de bourgeois honorés par Louis XIV. Hydrologue, agronome, historien en politique, il a été l'un des grands contributeurs de la vie locale et de son histoire au XIXe siècle. Après des études brillantes et un rapide passage à l'armée, il est nommé à 21 ans auditeur au Conseil d'État. Nommé sous-préfet à Perpignan, il organise le syndicat de la tête et publie 2 ouvrages sur les systèmes d'irrigation dans les Pyrénées-Orientales et de la région de Valencia, qui fait
autorité dans toute l'Europe. Membre de l'Institut de France et de plusieurs autres sociétés savantes en France et à l'étranger, à partir de 1836 et jusqu'à la fin de sa vie, il est élu au Conseil général, dont il prend la présidence de 1848 à 1852. Il décède à Monastir d'Alcamp, ancien monastère que Louis XVI avait vendu à sa famille. Oscar Mangel est né à Salsois en Haute-Marne. Licencié en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, il est nommé en 1894 professeur de mathématiques au Collège de garçons de Perpignan, devenu lycée Arago. Géologue, chercheur infatigable, esprit scientifique curieux de tout, il devient rapidement un personnage incontournable du département. En 1905, il est nommé directeur de l'Observatoire météorologique et sismologique de Perpignan. Il est cofondateur et président en 1912 du club de tourisme du Canigou. En octobre de la même année, devant le conseil d'administration du dit club, il présente un rapport dans lequel il défend et impose la dénomination officielle de Côte Vermeille pour le littoral roussillonnais de Barcarès à Cerbère. Dans son allocution, riche en images, on peut retenir par exemple la phrase que j'ai projetée dans la projection. La Côte Vermeille, c'est la côte où le grenat et le rubis viennent sous les doigts magiques de nos artistes catalans, teintés d'un chatoiement vermeil inimitable, la gaine d'or qu'ils enchâssent. Il a été aussi président de la Société agricole, scientifique et littéraire, membre fondateur de la Société astronomique d'Espagne et d'Amérique. En 1936, il publie Étude d'un projet de barrage réservoir de 16 millions de mètres cubes, établir à la tête à Vinça. Il faudra 40 ans pour que ce projet prenne forme. On compte plus de 100 publications d'Octave Mangel, qui n'a par ailleurs jamais négligé sa profession, sa mission de professeur. Il est mort le 22 août 1944 à Perpignan. Une rue perpendiculaire à l'avenue Mermoz vers Saint-Gaudric porte son nom. Passons maintenant aux artistes. Et tout d'abord à Delary Marcel, qui est né à Aisne et mort à Perpignan. Ancien élève du lycée Arago, il entre à l'École nationale des beaux-arts à Paris. Il ressort professeur de dessin et il est nommé à Aurillac, où il enseigne jusqu'à la déclaration de la guerre. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en Allemagne de 1940 à 1943. Durant sa détention, il produit une série d'œuvres sur papier, dessin et gouache qui fera l'objet d'une très émouvante rétrospective. Son œuvre est prolifique dans la diversité de styles, de techniques et de supports. Sur la projection, nous avons, outre l'autoportrait de l'artiste, en bas, en 1, tout à fait en haut, la bénédiction des animaux à Aisne. C'est une très grande toile qui se trouve encore au premier étage de la Chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan. C'est une œuvre qui représente avec réalisme une scène de la paysannerie roussillonnaise, c'est une scène annuelle à Aisne où le curé bénit les animaux, vaches, chevaux, chèvres, mulets, moutons. Les agriculteurs sont vêtus de leur blouse et les femmes de leur tablier et coiffées soit d'un fichu, soit de la coiffe catalane. En 3, tout à fait à droite, en haut, l'abbé des Polilles. Le repas des vendangeurs, pardon. Tableau de la même veine. Et en bas, donc, en 3, la baie de Polilles, un paysage sans personnage. Et puis en 4, entre la photo de l'artiste et la baie de Polilles,
l'esquisse qui s'appelle Bertanina, l'Espartina, c'est une scène de foin, qui n'a jamais été réalisée, mais que j'ai retrouvée dans la collection privée d'un ancien élève de lycée que je connais. Louis Amade est né à Ille-sur-Tille et mort à Paris. Licencié de droit et de lettres, il devient haut fonctionnaire dans la police, préfet hors cadre, mais aussi poète et parolier. Il a mené parallèlement avec succès ses deux vies. Nommé préfet de l'Hérault en 1937, il est amené à changer de ville chaque fois qu'il a une mutation professionnelle. Et en 1947, il est nommé chef de cabinet du secrétaire général de la police à Paris. Et là, ça lui permet de développer son réseau de connaissances. Poète, il a été aussi parolier et il a été surtout mentor de Gilbert Bécaud. Il a écrit aussi pour de très nombreuses vedettes, très connues à l'époque, que nous connaissons, vu notre âge dans l'Assemblée, Tino Rossi, Luis Mariano, Édith Piaf, Michel Delpech, Mireille Mathieu, Richard Anthony, Alain Barrière et j'en passe. Les tubes, pour employer la terminologie actuelle, se succèdent, dont notamment L'importance c'est la rose, d'où l'illustration sur la photo. Charles Trenet est né à Narbonne et décédé à Créteil. En 1922, il s'installe à Perpignan avec son père Lucien, notaire, après le divorce de ses parents. La famille est très connue avec son grand-père Claudius et son oncle Lucien, qui sont des architectes de renom. Élève du lycée Arago, il fait la connaissance d'Albert Bozil, qui est un ami de son père, qui lui donne la possibilité de publier dans son journal Le Coq catalan et donc de développer ainsi sa poésie. Baccalauréat en poche, il part à Berlin chez sa mère pour suivre des études artistiques. De retour à Paris, il se lie d'amitié avec un jeune pianiste, Diony S, et fonde avec lui le duo Charles et Diony, dont vous avez sur la projection une affiche, ici. Voilà. Nous l'avons également sur cette... à ce moment-là, il part au service militaire, excusez-moi. Donc il va au service militaire où il écrit « Il y a de la joie », qui est reprise par Maurice Chevalier, grande vedette de l'époque en France et à l'étranger, et qui interprète cette chanson pour la première fois au Casino de Paris. Libéré de sa période militaire, sa carrière explose. Il va de succès en succès, et en 1945, il fait une tournée triomphale aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Canada. En 1951, il se produit pour la première fois à l'Olympia. En 1970, il est l'hôte de marque du Japon lors de l'exposition universelle. En 1993, à 80 ans, il fait un triomphe à l'Opéra de Bastille. À 85 ans, il chante à Nyon, en Suisse, devant 20 000 personnes. Auteur, compositeur, interprète, surnommé le Fou chantant, il a écrit et composé près de 1000 chansons, dont l'inspiration très souvent poétique, comme La mer, succès planétaire, reprise notamment en anglais sous le titre Bayonne the Sea, L'âme des poètes, ou encore Douce France, qui demeure des succès intemporels. Sur la projection, outre la file de ses débuts, figure sa villa de Perpignan, près de la gare, et son portrait en concert coiffé de son légendaire chapeau. Et un extrait prémonitoire de sa chanson L'âme aux poètes, longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Un jour peut-être, bien après moi, un jour on chantera cet air pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin. En 1997, le conseil municipal de Perpignan donne son nom à l'auditorium du Palais des Congrès. Ginette Joan Pau est née à Bages d'un père agriculteur et d'une mère épicière. Il fait ses études secondaires
en 63-65 au lycée Arago. Pendant tout son séjour, il sera l'animateur des soirées des PANCU, c'est-à-dire des internes. Il quitte Bages en 67 pour des études supérieures à l'université de Lyon, puis à Montpellier. Il finance sa vie, en fait, en faisant surveillant au lycée de Mantua. Et quand il a un peu de repos, il perfectionne sa guitare. Après 6 ans d'exil, il revient à Bages et il devient instituteur remplaçant dans le département. En 1975, il chante pour la première fois en catalan une chanson de son cru, La Dame, au cabaret d'Argelès. En 1976 est l'année de la reconversion catalane et il rejoint le groupe Guillem de Cabestany. En fin d'année, il présente son récital à Saint-Nazaire et obtient une véritable consécration à Noël à Toulouse. Il devient un acteur de vue dans le paysage musical et vocal de la région. En 1977, il organise le premier festival Cultura Catalana à Bages. En 1978, il sort son premier disque Adieu, ça va. Et en 1979, il démissionne de l'éducation nationale pour s'occuper des terrains viticoles familiales. Suit une période de désenchantement artistique et de déception militante. Il passe en Andorre un master de sophrologie en 1990 et décide d'ouvrir un cabinet. Mais il conserve des relations pour répondre aux invitations qu'on lui fait pour faire ses concerts. En 1993, sur le chemin de retour, après un récital à Castelnou, il se tue dans un accident de la route. Ses obsèques sont suivies par une foule imposante. L'Indépendant et les autres médias de la région rendent hommage au poète tendre, malicieux et amoureux des racines, considéré pour eux comme le Boris Vian catalan. Est né à Sals et mort à Paris. Écrivain féru d'histoire, son livre Mater de toujours est une mine d'informations. Mais il a été également journaliste et homme politique. Il effectue ses études secondaires au lycée Arago à partir de 1930. Il est licencié en lettres à l'université de Montpellier en 1940 et en 1941, il est attaché de préfecture à Carcassonne. Dans le cadre du service du travail obligatoire, il est envoyé en Allemagne pendant 2 ans. Maire de Sals, il mène parallèlement une carrière de journaliste à l'Indépendant, mais aussi collabore dans de nombreux autres quotidiens et hebdomadaires. Arthur Comte, député à 3 reprises, occupe en 1957 le siège de secrétaire d'État de l'Industrie et du Commerce. Entre 1972 et 1973, il assume la présidence de l'ORTF, l'ancêtre de la radio et télévision française. Sur la projection, nous avons les couvertures de sa biographie de Joffre et de l'un de ses livres sur sa série des premiers jours de l'an. Marcel Durlia est né à Anjouté, en territoire de Belfort. Après une agrégation d'histoire et doctorat d'histoire de l'art, il est nommé professeur en 1945 au lycée François Arago de Perpignan. Il s'intéresse alors à la sculpture romane en Roussillon et devient le spécialiste incontesté de la sculpture, de l'art médiéval du sud de la France et de l'Espagne. Il publie de nombreux ouvrages et articles, dont sa thèse en 1962, L'art dans le royaume de Majorque. En 1958, il est professeur de la faculté de lettres, puis à l'université de Toulouse-Mirail. Il exerce jusqu'à sa retraite en 1979.
Il décède à Toulouse. Chercheur inlassable, doté d'une grande éloquence et d'une passion communicative, ses cours sont suivis par des auditoires conquis, pas seulement dans les amphithéâtres, mais également pendant les voyages d'études. Prat Louis, disciple et ami de Charles Renouvier, dont il aimait se dire le fils spirituel, Louis Prat est né à Foix. Il s'installe à Prades en 1899 dans sa petite maison rouge, aujourd'hui rue du Général de Gaulle. Docteur ès-lettres à Paris, il enseigne la philosophie au lycée Arago à partir de 1889 et jusqu'à sa retraite 1922. Louis Prat a publié de nombreux ouvrages, dont Le mystère de Platon, L'art et la beauté, ou encore Contes pour les métaphysiciens en 1910, contre les horreurs qui se préparent. Il a donné le goût des idées à nombre de générations d'élèves. Vénéré par ses anciens élèves, il est resté en contact personnel et épistolaire avec nombre d'entre eux, une fois retraité de l'éducation nationale. Ami de Pablo Casals, il est décédé à Prades en 1942. La nouvelle esplanade qui vient d'être aménagée au square Birakem porte son nom. Claude Simon est né à Tananarive, à Madagascar. Son père est tué en 1914, près de Verdun, quelques mois après sa naissance. Il est élevé par sa mère à Perpignan, puis par sa grand-mère, une fois au décès de sa mère. Il fait des études au lycée Arago, puis à Paris, et commence à écrire à son retour de régiment. Il s'intéresse également à la peinture et à la photographie et voyage beaucoup en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en URSS. En 1939, mobilisé, il est fait prisonnier, s'évade et rejoint Perpignan. En 1942, quand les Allemands envahissent la zone libre, il s'installe à Paris pour préserver son anonymat. Après la guerre, il devient viticulteur dans le Roussillon et reprend son œuvre dans la mouvance du nouveau roman. Il obtient plusieurs prix, celui de l'Express et de Médicis. Il publie Les Georgiques, un de ses romans phares. En 1985, il reçoit le prix Nobel de littérature avec cet hommage, l'écrivain qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience profonde du temps dans la représentation de la condition humaine. Bien qu'il soit lu, connu et apprécié à l'étranger, il est alors méconnu de la plupart des médias français. À la fin de sa vie, il réside entre sa maison de Sals et son appartement parisien dans le quartier latin, où il décède en 2005. Cerda Jordi Père, de son vrai nom Antoine Georges Quérol, est né en novembre 1920 à Sayagus. Son père est éleveur boucher. Pensionnaire du collège de Perpignan, futur lycée Arago, après la 6e et la 5e, des ennuis de santé l'obligent à rejoindre ses parents. En 1942, devant l'afflux des fugitifs fuyant la France, il devient passeur pour leur faire franchir la frontière. Il est décoré pour son engagement de la Croix de guerre. Parallèlement, il écrit essentiellement en catalan, tout en étant imprégné de la culture française. Son premier recueil de poèmes est publié en 1943 sous le pseudonyme catalan Cerda Jordi Pere, qu'il conservera. En 1953, il devient maire de Sayagouz et épouse Hélène, professeure de collège. En 1960, la littérature le pousse tout d'abord à créer un groupe roussillonnais des études catalanes, soit grec en sigle, puis de racheter la librairie catalane, place Jean Perrat. Il a eu un rôle essentiel dans la langue et la culture catalane par ses activités de libraire, ses engagements dans les associations culturelles et bien entendu par ses qualités d'écrivain, des recueils de poésie, 5 pièces de théâtre, dont une sera traduite en français, 4 femmes et le soleil.
En 1986, il lui est décerné la croix de Saint-Georges par la Généralité de Catalogne. En 1995, il reçoit le prix d'honneur des langues catalanes. Il décède à Perpignan en 2011. Depuis avril 2016, le théâtre municipal de Perpignan porte son nom. Pons François Sébastien est né et mort à l'Île-sur-Tête. Écrivain d'expression catalane et française, il signera son œuvre Pons Josep Sébastien. Professeur agrégé d'espagnol à Foix, Guéret, Angoulême, Carcassonne, Montpellier, docteur en lettres après avoir soutenu une thèse sur la littérature catalane dans le Roussillon du XVIIe et XVIIIe siècle. Il a occupé la chaire de langue et littérature espagnole à la faculté de Toulouse. Mobilisé en 1914, il est fait prisonnier et n'est libéré qu'à la fin du conflit. Après avoir traversé 4 années de calvaire, tant physique que moral, ballotté dans divers camps en Lettonie et en Westphalie. Il est considéré comme le plus grand représentant de la seconde renaissance roussillonnaise et un des maîtres à penser de la littérature catalane et occitane. Il est l'auteur de recueils de poétiques, de pièces de théâtre, dont La Fonte de l'Albera, en collaboration avec Gustave Viollet, de contes de El Libre del Set Civelles, le livre aux 7 fermoirs, dans lequel il décrit l'hommage de son ami Mayol et concert d'été en français, de nouvelles, d'un récit autobiographique, L'oiseau tranquille, et de nombreux articles. À Perpignan, une place lui est dédiée qui se situe en bas de la rue Rabelais, tout à côté, et un collège porte son nom dans le quartier moyen Vernet. Passons aux militaires. Clément Blanc est né à la caserne de la gendarmerie place du Putsch, à Perpignan, le 1er octobre 1897. Son père, adjudant, ayant pris une retraite précoce pour occuper un poste aux établissements Beer, la famille s'installe à Thuir. Et le jeune Clément fait néanmoins ses études secondaires au lycée de la ville, en sein du lycée Arago, où il a pour professeurs notamment Louis Prat et Octave Mangel, dont on a parlé tout à l'heure. Il fait de brillantes études et obtient avec mention son baccalauréat Mathelem. En octobre de 1915, il s'engage comme 2e classe. À la fin du conflit, il entre à Polytechnique, puis poursuit une prestigieuse carrière militaire. Il épouse en 1924 Yvonne, fille du colonel Nick. En 1957, il inaugure la plaque commémorative en hommage des 53e et 253e régiments d'infanterie, place Jean Moulin, en rappelant, lui, l'ancien soldat de seconde classe, les circonstances dans lesquelles les milliers de soldats sont partis sur le front de cet endroit précis en 1914. Il est le seul général français à avoir débuté sa carrière comme simple soldat et gravi tous les échelons, je les ai comptés, 19, de la pyramide militaire. À son décès, un hommage national aux invalides lui a été rendu. Il repose dans le caveau familial à Amélie-les-Bains. Grand officier de la Légion d'honneur, il avait de très nombreuses autres décorations françaises et étrangères, comme vous le voyez sur la photo, mais j'en ai retenu 3 ou 4. Commandeur du British Empire, officier de la Légion du Mérite US, commandeur de la Couronne de Belgique. La promotion 2020-2023 du lycée porte son nom. Joseph Joffre est né à Rivesaltes dans une famille nombreuse et aisée et décédé à Paris. Élève brillant, il fait ses études secondaires au lycée François Arago, puis au lycée Charlemagne à Paris. Classé 14 sur 132 au concours d'entrée à l'école polytechnique à 17 ans, il est le benjamin de sa promotion. À sa sortie, il choisit le génie militaire. Après avoir été muté sur sa demande en Extrême-Orient, le capitaine
Joffre se distingue au Tonkin, au Soudan, à Madagascar. Sa carrière coloniale, c'est le porté de droite, c'est sa carrière coloniale portée de droite. Devenu général en 1911, à 59 ans, il est nommé chef d'état-major de l'armée et c'est le porté de gauche. En 1914, il est commandant en chef des armées. En septembre de la même année, il est l'artisan de la victoire décisive des Alliés dans la fameuse bataille de la Marne. Il s'agit d'arrêter l'armée allemande qui déferle sur le territoire français après avoir envahi la Belgique. Pour contenir l'envahisseur, Joffre lance le message suivant le 4 septembre à 9 h. Je vous en ai donné un extrait. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Parallèlement, pour pallier la déficience des trains, il fait réquisitionner des milliers de taxis pour acheminer au front troupes et réservistes. C'est l'épisode des taxis de la Marne. En 1916, il est remplacé par le général Nivelle et il est élevé à la dignité de maréchal de France. En avril 17, il conduit la délégation française envoyée aux États-Unis et convainc le président Wilson de hâter l'envoi de l'armée américaine au front. Après la guerre, il rédige ses mémoires et il est élu à l'Académie française. Il est enterré au jardin de la Châtaigneraie de Louveciennes après des funérailles nationales. Un pont et une avenue portent son nom. Édouard Barrera est né à Perpignan, décédé à Saint-Martin de Vésubie, près de Nice, et enterré au cimetière Saint-Martin de Perpignan. Il intègre l'école navale, il est vice-président en 1896, il est préfet maritime de Brest. Grand officier de la Légion d'honneur, il est aussi chevalier commandeur de l'ordre royal de la reine Victoria et porte donc le titre de sœur. Il doit cette distinction au fait d'avoir fait porter secours aux naufragés du Drummond Castle le 16 septembre 1896 au large de Brest. Le paquebot, avec ses 100 hommes d'équipage et ses 300 passagers, sombre en pleine nuit en moins de 15 minutes. Des pêcheurs découvrent la catastrophe le lendemain matin et sauvent 3 naufragés, les seuls survivants. Pourtant, aussitôt l'alerte donnée, le préfet maritime dépêche sur place un patrouilleur sur les lieux plusieurs jours. En 1996, pour commémorer le centenaire du tragique événement, une cérémonie a eu lieu à Brest en présence du représentant de la reine Élisabeth II. Passons aux politiques. Sarda Garriga, alors Joseph Napoléon Sébastien, est né à Pézilla-la-Rivière, au Mas Blanes. C'est le second des 7 enfants du berger Godric Sarda et de Marie Garriga, son épouse. Le propriétaire du Mas, Jean-Antoine Arnaud, riche célibataire, se prend d'affection pour l'enfant et à sa mort, en 1816, il en fait son légataire universel. Par amour pour sa mère, il se fait appeler Sarda Garriga. Après de brillantes études, il fait carrière dans l'administration des finances. Ami de François Arago, il le soutient aux élections législatives 1848 et la même année, il est choisi pour le poste de commissaire général de la République à La Réunion. Sa mission, abolir l'esclavage. 63 000 esclaves dans l'île de La Réunion en évitant les troubles. Arrivé à destination le 10 octobre, il publie dès le 18 le décret annonçant l'abolition de l'esclavage pour le 20 décembre. Et puis, dès le 20 octobre, un second décret rendant le travail obligatoire.
Il entame ensuite une tournée d'explications pour assurer maîtres et esclaves. Il proclame dans le calme l'abolition de l'esclavage le 20 décembre. Mais en 1850, le climat entre les anciens maîtres et les anciens esclaves devenant difficile, il est destitué et il rentre à Paris. Il est renvoyé en 1851 en Guyane en qualité de commissaire général. En 1952, refusant d'être le gardien des opposants à Napoléon III, il rentre à Paris, sa carrière est brisée. Il se retire dans l'Eure où il meurt en 1877. Passons au sportif. Christian Doriola est né à Perpignan et mort à Nîmes. Il est inhumé au cimetière de Cabestany. Il est issu d'une famille provinciale de tradition vigneronne. Très jeune, son père l'entraîne dans une salle d'escrime au sous-sol de la demeure familiale. Il dispute ses premières compétitions officielles à 13 ans et dès l'âge de 15 ans, il combat contre les majors, les seniors, et contre tous les seniors régionaux. À 18 ans, il est vice-champion de France. Après, c'est un palmarès impressionnant. 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 48, 52, 56. 2 médailles d'argent. 8 titres de champion du monde, 4 en individuel, 4 en équipe. Surnommé d'Artagnan par les Anglais dès 1848, il est considéré par nombre d'experts comme le meilleur escrimeur de tous les temps. Puis Gobert, dit Pipette, est né à Andernach en Allemagne. Son père, militaire, fait partie des troupes d'occupation. Sa famille se retrouve ensuite dans son village natal d'Al-sur-Tech. De 1941 à 1943, il est l'élève du lycée Arago. Puis Gobert devient champion de France avec l'USAP en 1944, mais passe la même année au rugby à 13 à l'AS Carcassonne. Il est le principal artisan de la tournée victorieuse du 13 de France en Australie en 1951. Il est considéré comme, sinon le meilleur, du moins l'un des tout meilleurs buteurs de tous les temps. À l'issue de cette tournée, le Sydney Morning Herald titre à son sujet « La merveille des merveilles était précisément l'arrière Puy Gobert. Or, il fume comme un feu de brousse, boit de tout et a horreur de l'entraînement. » Il convient, pour comprendre cet étonnement, de savoir que l'intéressé doit son surnom de Pipette au fait qu'il fume en roulant de minuscules mégots et qu'il est, c'est sans conteste, un bon vivant. Ce qu'ignore par contre le journaliste australien, c'est que l'arrière français s'entraîne comme un forcené pour les coups de pied et il en tente 150 à 200 par séance spécifique d'entraînement. Champion de France 5 fois avec Carcassonne et le 13 catalan, il détient le record de points marqués en équipe de France. Il a été adulé par le public, par son talent et par son panache. Il est décédé à Carcassonne. En 2000, sa stèle avec son nom est apposée au stade Pierre de Coubertin à Paris et une statue en bronze est inaugurée à Carcassonne aux abords du stade Albert Domergue avec cette inscription « Symbole du rugby à 13 ». Passons maintenant au volet des héros et morts pour la France. Ce chapitre s'appuie sur les 3 parties du mémorial qui se trouve au lycée dans le hall d'entrée, dont le nombre total, je les ai comptés, le nombre total des victimes s'élève à 358 morts. Pour le premier, ce mémorial comporte 250 noms d'anciens élèves morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, de février à décembre 1916, est une bataille des plus longues et des plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale. Il faut se souvenir qu'elle est baptisée la mère des batailles, car
des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré, dans les pires conditions, sur un terrain devenu un enfer. La bataille du fort de Vaux en est un des maillons les plus caractéristiques, le symbole du poilu poussant son sens du devoir jusqu'à l'ultime sacrifice. En effet, en juin 1916, le fort est assiégé depuis 3 mois. Les soldats manquent d'eau et de nourriture. Ils résistent toujours. Mais attaqués au lance-flammes, ils finissent par succomber. Les Allemands découvrent des hommes épuisés, hagards, blessés. Ce sont des fantômes à qui ils rendent les honneurs. Le fort sera repris le 2 novembre 1916. Pour personnaliser le propos, évoquons l'aspirant Buffet-Léon, né à Longchamp en Côte d'Or du 142e régiment d'infanterie de l'Odève. Il est un des héros de Fort de Vaux. Il se porte en effet volontaire pour une mission auprès de l'état-major et sous la mitraille, il réussit à traverser les lignes ennemies. À l'état-major, après avoir décrit l'agonie des hommes, on lui demande de rester sur place en raison du danger qu'il devrait courir pour retourner au fort. Mais il préfère y retourner pour partager le sort de ses camarades de combat. Son acte de bravoure lui vaut de recevoir la médaille militaire et la Légion d'honneur. En 1940, il est capitaine au 143e régiment d'infanterie de Narbonne et après avoir quitté l'armée, il devient professeur de mathématiques à Narbonne, puis professeur de mathématiques à Perpignan, au lycée Arago. Retraité, il reste à Perpignan et se consacre aux associations d'anciens combattants, dont notamment celle du fort de Vaux. À l'occasion de la cérémonie officielle pour la commémoration du 50e anniversaire de la bataille de Verdun, le ministre des Affaires étrangères des anciens combattants lui propose de le nommer officier de la Légion d'honneur. Léon Buffet refuse la nomination, alléguant qu'il a déjà été largement récompensé et que d'autres soldats ou mutilés mériteraient cet honneur. Il décède à Perpignan. Aimé Giral est né à Perpignan. Celui qui sera bientôt baptisé le Petit Prince a été, du temps de ses études au lycée, un de ces pancus, surnom des internes d'Arago, qui transforment en fin d'après-midi, après les cours, les places d'Arago actuelles en terrain de rugby, en courant, hurlant, plaquant et bottant, dans un chiffon difforme fait d'une vieille blouse déchirée et ficelée. Bien des années après, les pancus, harlequins sportifs bigarrés, seront honorés par le A de l'USAP. Le 3 mai 1914, donc Giral n'a pas encore 19 ans. Il est devenu rugbyman et donne la victoire contre Tarbes en transformant un essai à 2 minutes de la fin du temps réglementaire à l'association sportive perpignanaise, l'ancêtre de l'USAP. Et dans le même coup, offre son premier titre de champion de France et le bouclier de Brennus à la ville. Un mois plus tard, en juin 1940, il réussit son baccalauréat. Mais la Première Guerre mondiale éclate aussitôt et après, en novembre, Giral est déclaré bon pour le service. Et le 22 juillet 1915, en remontant sur le front dans une ambulance, une bombe explose, son poumon est explosé et transpercé et il meurt quelques heures plus tard à Suippes, dans la Marne. Albert Bozil, dirigeant de l'USAP, lui dédie dans Cri catalan, le 14 novembre 1915, une lettre ouverte intitulée « À un de la classe 15 ». Le stade où l'USAP dispute ses rencontres et l'allée qui y conduit portent son nom. Pour le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, nous avons 96 noms. Parmi eux figurent non seulement des soldats morts au combat, mais aussi des résistants torturés et morts, soit en France, soit en Allemagne. Brossons un rapide tableau de la situation dans la région et la libération de Perpignan.
Le 12 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre, arrivent à Perpignan et fortifient toute la côte avec des bunkers et des blocos. En 1944, il y a 10 000 soldats allemands sur le sol du département. En août, les Allemands dynamitent la plupart des installations en se retirant devant l'avance des troupes alliées débarquées en Provence. Et à Perpignan, la réserve de munitions est détruite et avec elle le bâtiment qui l'habite, c'est-à-dire le couvent des Carmes, ancien cloître du XIIIe siècle, dont il ne reste plus que les murs. Pour ce qui est de la libération de Perpignan, nous sommes le 18 août 1944, les Allemands se concentrent au cœur de la ville et des bâtiments officiels. Les maquisards arrivent et se divisent en 3 parties. L'insurrection de Perpignan est lancée depuis le comité départemental de libération situé rue de Mailly, c'est la plaque numéro 1. Les premiers tirs sont localisés et tirés rue de l'Hôpital, c'est la plaque numéro 2. Les premières victimes tombent boulevard des Pyrénées, c'est la plaque numéro 3. Et la plaque numéro 4 en dessous, c'est au petit matin du 19 août 1944, au pied du Castillet, un camion allemand prend feu, des hommes sont tués, le major allemand est fait prisonnier, Perpignan est libéré. Pour personnifier les victimes de ces événements, évoquant 2 héros, anciens élèves du lycée, Michel Torrent, vendeur et étalagiste aux Dames de France, est né à Perpignan. Dès 1940, il crée, avec 8 de ses camarades, un noyau de résistance qui se charge d'accueillir les prisonniers évadés. Après l'invasion de la zone sud, il participe à la rédaction du journal Combat. Il héberge aussi des clandestins et des pilotes alliés à qui il fait franchir la frontière. À partir de mars 1943, il agit comme agent de renseignement dans le réseau Gallia. Torturé, il est déporté le 27 avril à Auschwitz, puis à Buchenwald, et meurt le 17 novembre à Flossenburg. La rue qui porte son nom est celle de son domicile, tout près de la place Rigaud. Gilbert Brutus est né à Port-Vendre. Lors de la Première Guerre mondiale, il est observateur en ballon, ce qui consiste à observer le front pour donner des renseignements à l'arrière à l'artillerie. Plusieurs fois attaqué par l'aviation allemande et par l'artillerie, il doit son salut, son ballon étant en feu, à un saut en parachute. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est un résistant de la première heure. Il est arrêté 2 fois et 2 fois relâché, mais une 3e arrive le 1er mars 1944. Emprisonné dans l'ancienne citadelle, il est torturé par la Gestapo et la milice, et il meurt. Au plan sportif, il a exercé toutes les fonctions du rugby. Joueur, capitaine, international, entraîneur, dirigeant, arbitre, sélectionneur. Il a effectué l'essentiel de son parcours de rugbyman à Perpignan, champion de France 2 fois et 2 fois finaliste. Le stade de rugby où évoluent les Dragons et une avenue qui va du palais des Rois de Majorque au cimetière Saint-Martin portent son nom. Dernier mémorial, la liste comporte 10 noms. Pardon, excusez-moi. Rappelons que de 1952 à 1962, la France a fait face aux conflits en Tunisie, au Maroc et en Algérie qui ont abouti à la déclaration d'indépendance. Conclusion. Le lycée Arago a une histoire très longue et très belle. En travaillant à cet exposé, j'étais frappé par la diversité des talents. Scientifiques, artistes, philosophes, écrivains, enseignants, politiques, sportifs et j'en passe. Mais aussi, mais surtout, j'ai été frappé par l'humanisme qui se détache de ces vies faites d'engagement citoyen. Leur exemple est un passage de témoin tendu, symbolisant les valeurs qui fondent la République, la démocratie et le vivre ensemble. Pour terminer, permettez-moi, par association d'idées, une confidence. Bien des décennies se sont écoulées depuis que
qu'une phrase d'un de mes anciens élèves de mon lycée m'a chargé, m'a prise, et qui continue à le faire. Non seulement cette phrase, je l'ai toujours, mais elle a de plus en plus de signification. Le célèbre, c'est Albert Camus. Et la phrase, c'est « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je vous remercie.